Alors, bon après-midi et bienvenue à l'événement Connexion SP 2021. Je m'appelle Martin Legault et je suis bénévole de longue date à la Société de la SP. Je suis actuellement président du conseil d'administration de la Division du Québec. Je tiens à vous remercier de prendre le temps aujourd'hui de vous joindre à nous afin d'en savoir plus sur les découvertes les plus récentes en lien avec la recherche sur la SP. Cet événement nous donne également la chance de tisser des liens avec les membres de la collectivité de la SP et d'approfondir nos connaissances sur une maladie avec laquelle vivent plus de 90 000 personnes dans notre pays. Ces 2 journées de conférences en ligne qui réunissent des personnes touchées par la SP, des professionnels de la santé et des chercheurs des 4 coins du pays nous permettent par ailleurs de nous préparer au mois de la sensibilisation avec la SP qui approche à grands pas. Je suis vraiment très ravi de pouvoir entendre cet après-midi le docteur Alexandre Prat nous parler de ses travaux sur les biomarqueurs. Ce domaine de la recherche est extrêmement prometteur pour le diagnostic et le traitement de la SP, en plus de constituer une source d'espoir, particulièrement pour les personnes qui vivent avec une forme progressive de la SP. Avant de vous présenter notre conférencier, permettez-moi de vous transmettre quelques renseignements utiles de logistique. Vous pouvez soumettre des questions à tout moment pendant la conférence à l'aide de la boîte prévue à cet effet. Joignez-vous à la conversation en ligne et faites connaître vos moments préférés de la présentation d'aujourd'hui en publiant un message sur Twitter accompagné du mot-clic #ConnexionSP. Exprimez-vous en répondant à notre sondage quotidien à partir de notre compte Twitter à Société SP Canada. Cette présentation est enregistrée et sera publiée sur le site connexionsp.ca. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter notre conférencier, le Dr Alexandre Prat. Le Dr Prat est neurologue au CHUM à Montréal et professeur titulaire de neurosciences à l'Université de Montréal. Après avoir terminé un doctorat sous la supervision du Dr Jack Antle, il a effectué sa résidence en neurologie à l'Université McGill, plus précisément à l'Institut neurologique de Montréal, jusqu'en 2003. En 2000, il a reçu le prestigieux prix S. Weir Mitchell de l'Académie américaine de neurologie. Donc, bienvenue à Dr Prat. Bonjour. Mon nom est Alexandre Prat. Je suis neurologue au CHUM et chercheur à l'Université de Montréal. La Société canadienne de sclérose en plaques m'a demandé de m'adresser à vous en français aujourd'hui. J'aurais tout aussi bien pu le faire en anglais. Et je vais vous parler de quelques développements récents, assez récents, en recherche fondamentale et en recherche clinique. Le titre de ma présentation sera « Nouvelles technologies pour identifier des biomarqueurs de la trajectoire de la maladie en sclérose en plaques ». Je suis chercheur à l'Université de Montréal, comme je le disais, et je suis titulaire de la chaire de recherche du Canada en sclérose en plaques. D'abord, quelques généralités au sujet de la sclérose en plaques et la maladie, bien que vous en sachiez probablement autant que moi. Quand je donne des cours à l'université ou quand je donne des conférences, je commence toujours en demandant qui connaît quelqu'un qui est atteint de sclérose en plaques. Et systématiquement, la grande majorité, sinon la totalité des participants lèvent la main. Tout le monde connaît quelqu'un affecté par la sclérose en plaques. La sclérose en plaques est une maladie très hétérogène. C'est probablement la maladie la plus hétérogène en médecine. Hétérogène au niveau de sa forme de présentation, hétérogène au niveau de l'âge de présentation, hétérogène dans sa progression, hétérogène dans la réponse au traitement. C'est une maladie complètement hétérogène. On dit qu'il y a environ 650 000 Nord-Américains affectés par la CEP et probablement 100 000 Canadiens, dont 20 000 qui ne le savent pas. L'âge moyen au diagnostic est entre 25 et 29 ans, on le sait, et c'est une maladie qui affecte beaucoup plus souvent les femmes que les hommes, à peu près 3 fois plus souvent les femmes que les hommes. Mais la maladie, elle est souvent beaucoup plus sévère quand elle se présente chez un homme. Quoique, pas tout le temps. On dit plus souvent sévère
chez les hommes. La maladie se présente initialement sous forme de poussée de rémission dans la grande majorité des patients, 90% des patients. Et au bout de 10 à 15 ans, s'il n'y a pas eu de traitement, la moitié développeront une progression du handicap. Ce qu'on sait aussi par des nouvelles études, mais aussi de notre expérience clinique, c'est que l'entrée des traitements dans l'arsenal thérapeutique en sclérose en plaques retarde considérablement la progression. Parfois, les poussées sont sévères et assez handicapantes, mais la plupart guérissent très bien et ne laissent aucun handicap résiduel. Et ce que les patients ainsi que les neurologues craignent le plus, c'est la progression. Donc, tel que je vous disais, voici un petit schéma qui reflète l'évolution de la maladie dans le temps. Donc, sur l'axe des X, vous voyez ici le temps qui passe, et sur l'axe des Y, vous voyez ici la gravité de la maladie. Au début, il y a une grande phase qui est asymptomatique. On pense que la phase asymptomatique, c'est-à-dire pour laquelle les patients ne présentent pas de symptômes, peut durer 10, 15, peut-être même 20 ans. Et puis, le patient commence à ressentir des poussées, qui est montré ici par cette barre, puis un plateau, et quelques semaines, quelques mois plus tard, une rémission spontanée avec un retour à la normale. Et cette phase évolue pendant très souvent 10 à 15 ans, comme je disais. Et puis après ça, il y a une moins bonne guérison entre les poussées, une moins bonne guérison, et puis finalement, il y a une augmentation du handicap dans le temps. Je vous donne un petit exemple d'une jeune femme, une infirmière dans notre hôpital, qui se présente un jour avec des symptômes extrêmement typiques de sclérose en plaques. Regardez, je lui demande de regarder à droite. Vous voyez que son œil droit peut aller à droite, mais pas son œil gauche. Je lui demande de regarder à gauche. Son œil gauche peut aller à gauche, mais pas l'œil droit. Quand elle regarde en haut, le regard est complètement disconjugué. Alors, on l'a mis sur un traitement. Et quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, elle est complètement revenue à la normale. Regardez ça. Les deux yeux bougent parfaitement. Elle a eu depuis 2 enfants, je pense, peut-être 3. Et elle n'a jamais eu d'autres poussées depuis qu'elle est traitée avec un médicament, dont je vais taire le nom, bien sûr. Alors, comment se manifeste la maladie au niveau pathologique? Ça se manifeste par la formation de plaques. Ce que vous voyez ici, c'est le cerveau d'un patient ou d'une patiente qui était atteint de sclérose en plaques et qui a donné son cerveau pour la recherche. Vous voyez donc, avec les flèches noires et les flèches blanches, des plaques qui sont localisées dans ce qu'on appelle la matière blanche du cerveau. Il y a aussi des plaques qui sont localisées à la jonction entre la matière blanche et la matière grise, ici en haut, qui sont des plaques qu'on a redécouvertes beaucoup plus récemment, il y a à peu près une dizaine d'années, grâce à toutes les nouvelles études et toutes les avancées en résonance magnétique, en imagerie par résonance magnétique. Alors, on sait que dans le cerveau normal, dans des situations normales, le cerveau ne contient que très peu de globules blancs, quelques globules blancs qui patrouillent le cerveau à la recherche d'infections virales ou pour se débarrasser de cellules qui sont mortes, mais vraiment très peu. Et ce que vous voyez ici sur cette image de microscopie, c'est la myéline qui est coloriée en bleu et les cellules qui sont, elles, coloriées en rose. Ce qui se passe en sclérose en plaques, c'est que les globules blancs du sang pénètrent dans le cerveau et s'accumulent autour des vaisseaux en envahissant le cerveau et en attaquant et en détruisant les oligodendrocytes et les neurones. Alors, vous voyez sur cette image de microscopie beaucoup de cellules immunitaires qui sont localisées dans l'espace périvasculaire, mais qui ont aussi migré à l'intérieur du cerveau pour détruire ce qu'on avait en bleu, la myéline, des oligodendrocytes. Cette myéline des oligodendrocytes, comme vous voyez sur ce petit dessin à droite,
elle est absolument nécessaire pour que les axones, les neurones et leurs axones puissent transmettre l'influx électrique du corps cellulaire vers les muscles. Et si on n'a plus de myéline ou si elle est endommagée, l'influx peut continuer à passer, mais il passe beaucoup plus lentement. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que cette myéline, elle est nécessaire pour l'intégrité des neurones. Et donc, si le neurone est démyélinisé, qu'il a perdu sa myéline, il va bien souvent mourir. Et c'est ce que font les globules blancs qui rentrent dans le cerveau. Ils vont attaquer la myéline et de façon indirecte, les neurones. Donc, ces globules blancs dans le cerveau des patients atteints de sclérose en plaques sont composés de lymphocytes T, CD4 et CD8, de macrophages et plus récemment, on l'a découvert, de lymphocytes B. Et actuellement, tous les traitements disponibles qui visent à contrôler la maladie sont des traitements qui agissent sur les lymphocytes T, les lymphocytes B ou les macrophages. Je vous disais que la sclérose en plaques est une maladie très hétérogène. Elle est hétérogène par la diversité de ses symptômes. Les symptômes peuvent être visuels, la perte de vision, comme dans la névrite optique, ou la vision double, comme dans l'ophtalmoplégie internucléaire que je vous ai montré plus tôt sur la vidéo de la jeune fille. Il peut avoir des problèmes d'élocution, peut avoir des problèmes sensitifs, des engourdissements, des anesthésies, des douleurs, peut avoir des problèmes moteurs avec les muscles, bien que ce ne sont pas les muscles qui sont atteints, mais les neurones qui mènent aux muscles, avec des paralysies, des tremblements, des mouvements incoordonnés, et puis finalement, des problèmes urinaires avec des urgences urinaires, des incontinences urinaires ou des difficultés à évacuer les urines. Très nombreuses sont les problématiques cliniques en sclérose en plaques. La principale problématique pour nous, c'est qu'il est extrêmement difficile, voire impossible de prévoir la trajectoire pour un patient donné. C'est-à-dire, est-ce que le patient va répondre au traitement? Et s'il ne répond pas au traitement, lequel des patients ou lesquels des patients vont finir par progresser et augmenter leur handicap? L'autre problème, c'est que les formes progressives de la maladie ne répondent très peu ou mal aux différents traitements, comparé aux formes poussée-rémission. Il existe très peu de traitements spécifiques et efficaces donc pour les formes progressives. Et les traitements actuels ont souvent un effet large et non spécifique sur le système immunitaire et donc peuvent entraîner des effets secondaires importants. C'est la raison pour laquelle, au Canada, tous les grands groupes de sclérose en plaques ont décidé de s'unir pour démarrer une étude qui s'appelle CANPROCO, pour Canadian Cohort for Progression in MS. CANPROCO, c'est donc la synthèse des connaissances des chercheurs de UBC, de l'Université de Calgary, de l'Université de l'Alberta, de l'Université de Toronto et de l'Université de Montréal, pour essayer d'amener quelques réponses aux problématiques dont je vous ai parlé. CANPROCO, c'est donc une grande étude pan-canadienne dans laquelle on a recruté des milliers de patients, dont 500 patients au début de la maladie, qui seront suivis pendant 5 à 7 ans, et tout ça dans le but de déterminer, avec la résonance magnétique nucléaire, ici, avec l'immunologie et la neuroimmunologie, et avec l'épidémiologie, quels sont les déterminants de la progression en sclérose en plaques. Nous avons des co-investigateurs et des collaborateurs partout dans le Canada, incluant à Saskatoon, à Winnipeg, à Québec, à McGill, à l'Université Memorial de Terre-Neuve. Et nous aurons bientôt complété le recrutement de tous les patients. C'est donc une étude qui est en cours. Les objectifs de CANPROCO sont de découvrir, les nouveaux marqueurs biologiques qui permettent de prédire la progression en SEP grâce à une nouvelle technologie que je vais vous expliquer qui s'appelle le Single Cell RNA Sequencing. Je suis désolé, on n'a pas encore été capable de trouver une traduction pour
pour cette technologie. Et le deuxième objectif, c'est de fournir à la communauté de recherche en sclérose en plaques au Canada des échantillons sanguins de très grande qualité associés à des résonances magnétiques et à des données cliniques pour utilisation dans le futur. Alors, pour comprendre le single-cell RNA sequencing et la cytométrie de flux, qui sont les deux techniques dont je vais vous parler, qui sont des nouvelles techniques, il faut comprendre un peu ce qu'est une cellule. Alors, vous voyez dans ce dessin une cellule qui est donc composée d'une membrane, ici, la membrane au pourtour, et d'un noyau. Et dans le noyau se trouve le fameux ADN. Lors de la production moléculaire, l'ADN s'ouvre en deux et une machinerie moléculaire glisse sur l'ADN pour transcrire ce qu'on appelle les ARN, qui sont des réplicas de l'ADN. Et ces petits ARN vont sortir du noyau pour se rendre dans le cytoplasme, où ils seront traduits encore une fois en protéines. Ces protéines ont plusieurs rôles. Elles peuvent être soit sécrétées de la cellule, c'est-à-dire sortir de la cellule pour agir sur d'autres cellules aux alentours. Elle peut se fixer à la membrane de la cellule pour agir comme médiateur. Ou alors, elle peut rentrer dans la composition de la cellule et former le cytoplasme, le noyau et d'autres enzymes. Le séquençage à haut débit, qui a démarré dans les années 2000, a permis d'abord, en 2003, de cartographier tout le génome humain, ce qui sert de cadre de référence pour les gènes et les protéines fonctionnelles. Puis, en 2006 a permis de débuter le séquençage des ARN. Et avec la combinaison de la technologie microfluidique, nous a permis de développer ce qu'on appelle le single-cell RNA-seq. Alors, tous les tissus de l'organisme, et par tissu, on entend les organes. Il y a le tissu cérébral, le tissu cardiaque, le tissu pulmonaire, la peau, le tissu gastrique, etc., etc. Tous les tissus sont composés de millions et de millions de cellules qui sont toutes attachées les unes aux autres. Si on est capable de séparer ces cellules, on peut isoler les ARN de ces cellules et déterminer exactement tous les ARN de toutes les cellules qu'on est capable d'isoler. Alors, en single-cell RNA-seq, c'est exactement ce qu'on fait. C'est qu'on sépare les cellules, les unes des autres, une par une, et on va chercher tous les ARN de la cellule pour les séquencer. Et on connaît donc exactement ce que la cellule va finir par produire en termes de protéines. Par contre, en cytométrie de flux, qui est l'autre technique dont je vais vous parler, ce qu'on fait, c'est qu'on va identifier les protéines à la surface ou à l'intérieur de la cellule. Donc, le single-cell RNA-seq sert à identifier les ARN et la cytométrie de flux sert à identifier les protéines. L'avantage du single-cell RNA-seq sur la cytométrie de flux, c'est que le single-cell RNA-seq identifie tous les ARN, alors que la cytométrie de flux ne peut identifier actuellement que 21 protéines par cellule. Donc, en single-cell RNA-seq, on peut identifier jusqu'à 10 000 gènes exprimés par la cellule, alors qu'en cytométrie de flux, c'est seulement 21 protéines par cellule. Et en combinant ces deux techniques ensemble avec des techniques d'intelligence artificielle, vous savez peut-être que Montréal est très fort en intelligence artificielle, c'est un hub d'intelligence artificielle dans le monde. On a des experts en intelligence artificielle extraordinaires à Montréal. On prend toutes ces informations, parce que vous comprenez qu'ici, on a 40 000 cellules par patient, pour lesquelles on peut identifier 10 000 gènes par cellule. Ça fait une quantité astronomique d'informations. Quand on combine le single-cell RNA-seq à la cytométrie de flux par intelligence artificielle, l'ordinateur est capable de nous dire si on est capable d'avoir des différences entre les patients atteints de sclérose en plaques et entre les donneurs sains. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, dans CAMPROCO, on a 4 sous-cohortes qui sont composées de 150 patients atteints de forme cyclique de SEP.
Non, pardon. La première cohorte est 150 patients atteints de syndrome radiologique isolé. Alors, le syndrome radiologique isolé, ce sont des gens qui ont des résonances qui sont typiques de sclérose en plaques, mais qui n'ont jamais eu de symptômes et qui n'ont pas de handicap. Ce sont comme des pré-scléroses en plaques. On a 200 patients atteints de formes cycliques de la maladie et qui n'étaient pas traités lorsqu'ils ont été recrutés. On a 100 patients avec des formes très rares de sclérose en plaques qui s'appellent la forme primaire progressive, et on a une cinquantaine de donneurs sains. Et c'est ces patients à qui on a pris du sang dès le début de la maladie et qu'on va suivre pendant 5 à 7 ans dans le but d'être capable d'associer la trajectoire de la maladie avec la prise de sang initiale en single-cell RNA-seq et en cytométrie de flux. Donc, on a fait une expérience pilote il y a déjà 1 an et demi, dans lequel on a pris des patients atteints de sclérose en plaques et des contrôles sains, pour lesquels on a pris du sang, sur lesquels on a fait du single-cell RNA-seq et de la cytométrie de flux, pour identifier les sous-types cellulaires qui étaient présents dans leur sang. Et après ça, les analyser par intelligence artificielle. Bon, je vous passe les marqueurs. Ça, c'était en cytométrie de flux. On avait dessiné des panels de marqueurs cellulaires qui nous permettaient d'identifier toutes les grandes populations de cellules qu'on retrouve dans le sang, c'est-à-dire les lymphocytes T et toutes les variations des lymphocytes T, les lymphocytes B, les cellules NK qui sont les cellules tueuses et les cellules de la lignée myéloïde qui sont essentiellement les macrophages. La cytométrie de flux combinée à l'intelligence artificielle nous a donné une grande surprise. L'ordinateur, en analysant les panels des contrôles et des patients atteints de sclérose en plaques, a été capable de déterminer que certaines populations de cellules étaient surreprésentées dans le sang des patients atteints de sclérose en plaques et d'autres populations de cellules étaient surreprésentées dans le sang des contrôles sains. Et ça, c'est sans qu'on ait eu à faire quoi que ce soit. C'est vraiment l'ordinateur qui détermine s'il y a des différences qui sont suffisantes entre les patients et les contrôles sains pour pouvoir déterminer qu'ils sont suffisamment différentes pour qu'on les considère comme différentes. Et je vous donne un exemple ici. Vous voyez que chaque point ici, ça c'est le sang de un donneur contrôle sain et un donneur atteint de sclérose en plaques. Vous voyez que chaque point ici est une cellule. Et les cellules sont regroupées en familles, en populations, selon les marqueurs qu'elles expriment à leur surface en cytométrie de flux. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de cellules de ce type-ci chez les contrôles sains que chez les patients atteints de sclérose en plaques. Alors, quand on interroge l'ordinateur et qu'on lui demande quelle est cette population, l'ordinateur nous dit c'est les cellules qui expriment CD16 et CD56, ce sont donc des cellules tueuses. Un deuxième exemple, vous voyez ici cette population qui est beaucoup moins nombreuse chez les contrôles sains que chez les patients atteints de sclérose en plaques. Et quand on demande à l'ordinateur d'identifier cette population, eh bien, l'ordinateur nous dit que ce sont des lymphocytes T CD8 effecteurs mémoire. Donc, il y a beaucoup plus de lymphocytes T CD8 effecteurs mémoire dans le sang des patients atteints de sclérose en plaques. Mais les données de cytométrie vont-elles être confirmées par le single-cell RNA-seq? C'est la question qu'on voulait établir. Alors, on a fait du single-cell RNA-seq sur les mêmes échantillons. Maintenant, on ne regarde plus les protéines par cytométrie de flux, on regarde tous les ARN qui sont exprimés par les patients et les donneurs sains. Et quand on met, alors ici encore une fois, chaque point est une cellule et chaque cellule a été regroupée en famille selon les ARN qui étaient exprimés par ces cellules. Plus l'ensemble des ARN est semblable, plus les cellules vont être proches. Et vous voyez donc, ça c'est une famille de cellules du sang. Ça c'est une autre famille de cellules du sang. Ça c'est encore une troisième famille de cellules du sang.
Donc, ces cellules-ci sont très, très différentes de ces cellules-là. Et quand on met les organigrammes comme ça, des contrôles sains, par-dessus les organigrammes des patients atteints de sclérose en plaques, on voit que, en rose ici, certaines populations sont composées essentiellement de patients atteints de sclérose en plaques, ici, 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 ici et ici. Alors, on demande à l'ordinateur, ben, fais-moi une identification de ces cellules-là, et l'ordinateur nous dit, ah, ces cellules ici, ce sont les cellules NK, ces cellules-là, ce sont les CD8, ces cellules-là, ce sont les CD4, et donc, il nous fait l'identification de toutes les populations, les lymphocytes T CD4, donc, il nous fait l'identification de toutes les populations du sang des patients atteints et des donneurs sains. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que les lymphocytes T CD8, les lymphocytes T CD8 qu'on avait vus en cytométrie de flux augmenter dans le sang des patients atteints, sont aussi augmentés quand on les regarde par single-cell RNA-seq dans le sang des patients atteints de sclérose en plaques. De la même façon, les lymphocytes T tueurs, les NK, les cellules NK, sont augmentés en single-cell RNA-seq dans le sang des contrôles sains quand on compare au sang des patients atteints. Pour nous, c'était une étape cruciale qui nous permet de dire en fait que l'approche qu'on a décidé de faire avec CanProCo, avec tous mes collègues, d'étudier le sang des patients, était une approche valide. Et donc, en conclusion, la combinaison de la cytométrie de flux et du single-cell RNA-seq permet d'identifier des populations de globules blancs qui sont différentes entre les patients atteints de CEP et les contrôles. Avec les 500 patients recrutés dans CanProCo, nous serons donc en mesure d'identifier des marqueurs qui prédisent la bonne ou la mauvaise trajectoire en termes de progression qui pourrait affecter nos patients. Mais il s'agit d'un travail de très longue haleine qui prendra 5 ou 10 ans parce qu'on doit déterminer dans 10 ans comment ont été les patients recrutés dans CanProCo. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que certains vont progresser? Puisqu'à seulement à ce moment-là, on sera capable d'aller chercher l'analyse initiale et de chercher les différences entre ceux qui ont progressé et ceux qui n'ont pas progressé. Pour terminer, je pense qu'il faut absolument remercier la Société canadienne de sclérose en plaques pour cette magnifique initiative qui est CanProCo. C'est la Société canadienne de sclérose en plaques ainsi que quelques compagnies pharmaceutiques qui financent CanProCo. C'était une initiative de la Société il y a déjà 4 ou 5 ans et on a tous aidé la Société à l'amener à bien. Je voudrais remercier les gens qui ont travaillé dans mon laboratoire pour générer toutes ces données qui vont nous permettre de faire l'analyse de CanProCo et tous les membres de mon laboratoire ainsi que les membres de la clinique qui travaillent très fort pour les patients de sclérose en plaques à Montréal. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée et je pense qu'il y aura une période de questions. Merci infiniment, Dr. Prat. C'était vraiment très intéressant de vous entendre sur des concepts aussi complexes. Je tiens à préciser que cette portion de la présentation avait été préenregistrée pour s'assurer qu'aucun problème technique ne vienne déranger la présentation. Mais nous avons donc maintenant passé à la période de questions. Veuillez entrer vos questions et vos commentaires dans l'encadré privé à cet effet. Et en attendant que les gens nous envoient leurs questions, Dr. Prat, pouvez-vous nous parler des répercussions de la COVID-19 sur votre travail et des avancées? La première répercussion, honnêtement, c'est que ce soir, je m'adresse à vous de mon chalet en quarantaine parce qu'un de mes fils a attrapé la COVID et le variant brésilien, donc on est isolé au chalet, vous voyez. La deuxième répercussion, c'est principalement dans les soins aux patients, le mode de communication. Au cours de la dernière année, on a vraiment beaucoup changé notre mode de communication. C'est sûr que les premières visites, les visites diagnostiques, on préfère les faire en personne, donc il y a toujours un certain risque, mais
Après ça, avec beaucoup de mes patients à moi et beaucoup des patients de la clinique de sclérose en plaques du CHUM, on est en mesure maintenant de communiquer avec eux par téléphone, par visioconférence pour les visites. Et donc, ça a beaucoup changé. Malheureusement, des fois en bien parce que c'est plus rapide quand les patients vont bien, mais quand les patients, pour une raison ou pour une autre, vont moins bien, c'est un peu plus compliqué dans le mode de communication. Au niveau scientifique, vous savez, toutes les grandes étapes, les grands développements scientifiques sont faits souvent dans l'urgence. Vous parlez de l'invention des sous-marins à la fin de la Première Guerre mondiale, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la bombe atomique. Donc, les grandes avancées scientifiques sont faites dans l'urgence et il faut dire que la COVID a eu cet impact sur nos carrières scientifiques qu'on a développé de très nombreux modes scientifiques dans la dernière année qui vont être extrêmement intéressants pour l'étude de différentes maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, mais aussi le lupus, l'arthrite rhumatoïde, le psoriasis ou les maladies inflammatoires de l'intestin. On a fait énormément de recherches grâce à du financement du fédéral essentiellement sur la COVID et les impacts immunitaires de la COVID, ce qui nous a permis d'avoir des grandes avancées techniques, surtout en cytométrie de flux, où on est capable d'étudier de très, très nombreux marqueurs cellulaires, moléculaires, par cytométrie de flux. Donc, il y a il y a eu quand même beaucoup d'avantages à cet épisode de COVID en termes scientifiques. Est-ce que ça nous a ralenti, par contre, pour l'étude de la sclérose en plaques? Non, pas vraiment. On a continué à faire les mêmes projets qu'on avait depuis très longtemps sur la sclérose en plaques, à peu près comme avant. Là, je vois, il y a des questions en bas. Ouais, je vais vous les poser. Mais j'arrive pas. Oui, non, parce que j'arrive pas à lire. lire. C'est caché par la barre. Parfait, je vais vous les poser. Y a-t-il un âge pour arrêter les traitements modificateurs de l'évolution de la maladie? Ça, c'est une excellente question. Non, il n'y a pas vraiment d'âge. Tant qu'il y a un bénéfice pour tant qu'il y a un bénéfice pour le patient, à mon avis, le traitement ne devrait pas être arrêté. C'est sûr que toutes les études cliniques de recherche pharmaceutique ont été effectuées la plupart du temps chez des patients entre 18 ans et 55-60 ans. Donc, on ne sait pas s'il y a un véritable bénéfice après 60 ans. Mais ce qu'on sait, c'est que quand on arrête les traitements, il y a souvent ce qu'on appelle un breakdown de disease activity, une résurgence de l'activité de la maladie. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument éviter. Alors, à mon avis, même si ça n'adhère pas, si mon avis n'adhère pas aux règles du gouvernement pour le remboursement des traitements, à mon avis, même pour un patient qui est en fauteuil roulant parce qu'il a perdu l'usage de ses membres inférieurs, je n'arrête pas les traitements de la maladie pour conserver les membres supérieurs et les nerfs, ce qu'on appelle les nerfs crâniens, c'est-à-dire la vision, la déglutition. Et donc, j'essaie le plus possible de convaincre les compagnies d'assurance de continuer à rembourser les traitements et le gouvernement à continuer à rembourser les traitements pour pouvoir préserver l'usage des membres supérieurs, des bras et des nerfs crâniens. Pour préciser votre propos, est-ce que vous parlez de la forme cyclique qui amène un niveau invalidant au niveau des jambes ou vous parlez aussi de quelqu'un qui a ces limitations-là au niveau des jambes pour préserver le haut du corps? Est-ce que vous recommandez de continuer un traitement même en forme progressive? Alors, d'habitude, on dit que quand un patient qui a une forme cyclique doit utiliser le fauteuil roulant, on dit la plupart du temps qu'il a atteint la forme secondairement progressive. Et donc,
on sait que les gouvernements et les compagnies d'assurance ne veulent plus rembourser les médicaments parce qu'ils sont extrêmement chers pour les patients qui ont atteint la forme secondairement progressive. Moi, ce que je vous dis, c'est que même quand le patient a atteint la forme secondairement progressive, ce que je fais et ce que beaucoup de mes collègues en sclérose en plaques, mes collègues neurologues en sclérose en plaques font, c'est qu'ils se battent auprès des agences de remboursement pour que les patients puissent bénéficier du traitement pour protéger la fonction dans les bras, les mains et la fonction des nerfs crâniens. Je comprends. Merci. Nous avons reçu une autre question. Vous avez un peu touché ce point-là, mais on va la poser quand même. Quels sont vos résultats de recherche pour aider les personnes atteintes de la forme progressive secondaire de la maladie? Alors, il n'y a pas de... Canproco ne recrute pas de patients qui sont atteints de forme secondaire progressive pour la raison suivante. C'est parce qu'en fait, ce qu'on essaie de déterminer, c'est quels sont les déterminants qui vont mener à la forme secondairement progressive. Et donc, on a décidé de recruter des gens qui avaient la forme cyclique et de les observer pendant 7 ans pour déterminer si, initialement, dès le début, on était capable de trouver des choses qui seraient une signature de l'apparition de la forme secondairement progressive dans le futur. Donc, en fait, les gens qui sont atteints de la forme secondairement progressive vont obtenir comme bénéfice de ce projet-là l'identification des facteurs qui a mené à leur forme secondairement progressive. Et c'est la même chose à peu près pour la forme primaire progressive. Parfait. Mais il y a des médicaments qui fonctionnent pour la forme secondairement progressive. Il ne faut pas oublier qu'il y a différents médicaments qui peuvent fonctionner pour ralentir la forme secondairement progressive. Il y a des patients qui sont atteints de forme secondairement progressive à leur tout début, qui peuvent bénéficier aussi d'un très, très vieux médicament qui s'appelle la mitoxantrone, qui est très efficace, qui comporte des risques, certains risques, comme tous les médicaments, mais qui est très efficace pour contrôler la forme secondairement progressive. Donc, il y a des options quand même pour les gens qui sont atteints de la forme secondairement progressive. Parfait, merci. Est-ce que il y a pas d'autres questions présentement dans la boîte de questions, mais je peux vous poser une question au niveau justement de la forme secondaire progressive et les médicaments que vous faites référence. Dans votre présentation, j'ai cru voir que il y avait certains médicaments. J'entends que ces médicaments-là ont des effets secondaires, d'après votre présentation. Est-ce que le risque en vaut le résultat? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Ça, c'est une bonne question. Alors, ça dépend de chacun d'entre vous, chacun des patients. Et à chaque fois que j'aborde ce sujet-là avec les patients, je leur dis la même chose. Il y a des gens qui disent « Je ne veux pas me ramasser en fauteuil roulant et je vais vouloir prendre tous les risques possibles pour ne pas me ramasser en fauteuil roulant. » Ces gens-là, je dis, il y a des options qui ont un certain nombre de risques, des options thérapeutiques qui ont un certain nombre de risques. Et puis, il y a des gens qui où le handicap, ça me dérange plus ou moins, ou pas vraiment. Et je préfère ne pas avoir d'effets secondaires et plutôt rester différent. Et il faut être capable de prendre la décision pour soi-même. C'est pas le médecin qui doit prendre la décision, c'est vraiment le patient en fonction de sa tolérance au risque. Parfait, merci. Êtes-vous en mesure de nous parler de la médication, je m'excuse pour la prononciation, Mayzent pour SP progressive secondaire active? C'est une des options thérapeutiques, effectivement, pour les formes secondairement progressives de la maladie. Les essais cliniques sont quand même assez convaincants. Et les patients qui désirent se prémunir du Mayzent pour la forme secondairement progressive sont tout à fait en droit
de le demander. Je pense pas que une plateforme de discussion de la Société canadienne de la sclérose en plaques soit particulièrement propice pour discuter de médicaments très spécifiques, mais c'est un médicament qui est approuvé et qui peut être très bien être utilisé, comme je disais, comme la mitoxantrone, ou comme dans certains cas aussi d'autres médicaments. Je comprends très bien votre réponse. De là, le début de ma question, pouvez-vous nous parler de... Oui. Donc, je regarde la prochaine. Si je veux participer dans l'étude CanProCo, est-ce encore possible de le faire et si oui, comment? Ah, encore une très bonne question. Il y a encore plusieurs centres qui recrutent. Évidemment, à cause de la COVID, on a été un petit peu ralenti dans le recrutement des patients. Certains centres ont été plus ralentis que d'autres à cause de limitations, techniques. Il y a des centres dans lesquels les résonances de recherche ont été fermées. Il y a des centres qui ont reçu une interdiction formelle de recevoir des patients, en tout cas. Tout ça pour dire que oui, on recrute encore. On recrute encore au CHUM, je pense, alors on est probablement proche de finir le recrutement, mais il y a encore des recrutements, je pense, qui se font à Toronto. Il y en a qui se font à Calgary, il y en a qui se font à Edmonton, et il y a des recrutements qui se font encore en Colombie-Britannique, à Vancouver. Mais je pense qu'il est encore temps de se manifester pour un recrutement à Montréal. Alors, sur le site web de CanProCo, vous allez trouver les adresses courriels de nos associés de recherche. Notre associé, nous, s'appelle Hélène Roger. C'est celle qui fait le screening des recrutements. Donc, elle est au CHUM. Si vous voulez, si vous pensez que vous pouvez être candidat, c'est-à-dire qu'il faudrait, pour être candidat dans le recrutement de CanProCo, il faut avoir un diagnostic de forme primaire progressive depuis moins de 10 ans. Et pour un diagnostic, pour un recrutement comme forme cyclique de la maladie ou rémitante de la maladie, il faut avoir un diagnostic de moins de 5 ans et ne jamais avoir été traité. Donc, si vous pensez que vous êtes des candidats, vous pouvez appeler Hélène Roger au CHUM et on va vous passer un questionnaire et on va vous recruter avec plaisir, oui. On a une question spécifique ici, puis je pense que ça vaut la peine de la poser. Avez-vous travaillé avec des hommes atteints de SP souffrant de fatigue extrême? Y a-t-il des hommes dans vos études souffrant de fatigue extrême? Oui, oui, il y en a. Il y en a plusieurs, des hommes comme des femmes aussi. Hein. Je suis pas sûr que la fatigue accablante associée à la sclérose en plaques soit plus sévère chez les hommes que chez les femmes. On a des femmes qui sont atteintes de grande fatigue. Et oui, oui, il y en a qui sont inclus dans nos études, bien sûr. Depuis un certain temps, on a été en mesure de contrôler quand même un petit peu mieux la fatigue avec les médicaments qu'on ne soupçonnait pas qui étaient capables de contrôler la fatigue, dont le Ritalin et tous les dérivés du Ritalin, qui sont quand même assez efficaces pour contrôler la fatigue extrême ou la fatigue accablante. Merci. Ici très intéressante qui touche votre sphère d'expertise. Je pensais que, puis là c'est drôle parce que la question vient de disparaître, mais je vais y aller de mémoire. Je pensais que les cellules T, j'ai un petit Ouais. problème technique, désolé. Non, il Je sais n'y pas si a vous pas, l'avez. ben, je l'ai vu, moi, j'ai vu passer la question, j'ai été capable de la Ouais, lire, oui. ok. Écoutez, quand j'ai Pouvez-vous la présenté répéter avant de. Ouais. oui, on pensait que les cellules T étaient des cellules qui étaient nocives en sclérose en plaques, que c'était elles qui détruisaient la myéline. Puis là, notre étude montre qu'il y a une diminution des cellules T. Il y a beaucoup de types de cellules T différentes. Et quand j'ai présenté ces travaux-là que je vous ai présentés, je les ai présentés à Calgary, c'était avant la COVID, donc ça devait être en novembre ou en décembre 2019. Il y a les plus seniors d'entre nous ont dit, ça rappelle un peu une étude qui date des années 90 qui montrait qu'en fait, en sclérose en plaques, il y avait un déficit de cellules NK.
Alors, les cellules NK sont les cellules qu'on appelle les cellules tueuses en sclérose en plaques. Ce sont des lymphocytes qui tuent des cibles, donc qui pourraient tuer effectivement des oligodendrocytes ou des neurones, mais qui essentiellement sont des cellules qui sont impliquées dans la terminaison de l'activité inflammatoire parce que ce sont les dernières à rentrer dans un tissu qui a été attaqué et elles viennent tuer les lymphocytes qui causent du dommage. Et donc, si on met toutes ces pièces de puzzle ensemble, on voit qu'on peut penser que si les patients atteints de sclérose en plaques ont un déficit de cellules NK, de cellules tueuses, peut-être qu'elles sont plus capables de tuer et se transforment et ne puissent plus être arrêtées. Donc, en ce sens-là, c'est une piste qui avait déjà été suggérée dans le passé, qui a été complètement oubliée ou négligée, mais qui pourrait très bien revenir dans le portrait scientifique. Parfait, merci. Qu'est-ce qui s'en vient dans les traitements de la forme cyclique? Qu'est-ce qui s'en vient dans les traitements de la forme cyclique? C'est une bonne question. Il y a de nombreuses molécules qui sont, comme on dit, nous, dans le pipeline, c'est-à-dire qui sont en évaluation. Il y a des nouvelles formulations de molécules qui ciblent les lymphocytes B, qui sont des injectables, un peu comme les interférons ou le Copaxone, mais qui sont injectables aux 2 semaines. Et ça c'est assez prometteur. Il y a aussi ce qu'on appelle les BTKI, les BTKI, les inhibiteurs de la tyrosine kinase Bruton, qui est une molécule qui est impliquée dans la maturation des lymphocytes B. Ça pourrait être aussi très intéressant. Il y a plusieurs compagnies qui ont des molécules qui ciblent ce pathway-là. Je suis plus. Je pense qu'il y a l'arsenal thérapeutique en sclérose en plaques commence à être vraiment très intéressant. C'est sûr que ça complexifie un peu le suivi des patients parce que certaines molécules nécessitent des suivis de prise de sang ou des suivis d'IRM plus marqués. Et donc, ça va complexifier de façon assez incroyable la prise en charge des patients. Et il va peut-être falloir que les patients soient un peu plus responsabilisés par rapport à leur propre prise en charge, dans le sens où que les patients apprennent qu'effectivement, c'est absolument essentiel d'aller faire sa prise de sang tous les mois ou tous les 2 mois quand on est sur tel traitement, et ou qu'on aille faire son IRM tous les 6 mois quand on est sur tel traitement, parce qu'au rythme où ça va, les cliniques de sclérose en plaques vont avoir vraiment besoin de beaucoup de ressources pour faire le suivi sur tous les traitements. Parfait, merci beaucoup. C'est ce qui termine notre période de questions. Je tiens à vous remercier pour votre temps et pour ces excellents points d'information. Merci aussi à tout le monde d'avoir participé à cette séance. Merci également à tous les conférenciers de nous offrir des présentations aussi exceptionnelles et intéressantes. Nous en sommes très reconnaissants. Je vous invite à consulter le site web de la Société de l'ASP si vous souhaitez en savoir plus sur les programmes et les services offerts par l'organisme ou les travaux de recherche financés par celui-ci. J'aimerais par ailleurs souligner que le réseau de connaissances de l'ASP et de la Société de l'ASP est un service remarquable dirigé par une équipe d'agents qui fournissent de l'information et des services de soutien uniformes, fiables et de grande qualité. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec les agents InfoSP du lundi au vendredi de 9h à 17h, soit par téléphone, par courriel ou par l'entremise de notre plateforme de clavardage. Leurs services sont offerts en français et en anglais. Je tiens en outre à vous exprimer mes plus sincères remerciements aux commanditaires qui ont rendu cet événement possible. Merci à notre commanditaire principal, Bristol Myers Squibb, et à nos commanditaires bienfaiteurs Biogen Canada, Novartis Canada et Roche Canada. Leur soutien nous a permis d'entendre parler de travaux de recherche de calibre mondial
dont les retombées contribueront à l'amélioration de la qualité de vie des gens de notre pays qui vivent avec l'ASP. Avant d'enchaîner avec la suite du programme, je vous invite à prendre part au mois de la sensibilisation de l'ASP en participant à notre deuxième distribution virtuelle d'œillets qui se tiendra le 5 mai prochain. Joignez-vous à nous et manifestez votre soutien envers la collectivité de l'ASP sur les réseaux sociaux à l'aide du mot-clic #PrioritéSP. J'espère, entre autres, que vous vous joindrez à moi le 30 mai prochain à l'occasion de la marche SP qui se tiendra cette année en même temps que la Journée mondiale de la sclérose en plaques. D'un océan à l'autre, des dizaines de milliers de personnes marcheront dans leurs rues, dans leur quartier et se réuniront en ligne afin de montrer aux gens de notre pays touchés par l'ASP qu'ils ne sont pas seuls. Pour en savoir plus à ce propos, à propos de cet événement, visitez le sclérosenplaques.ca. C'est d'ailleurs dans quelques minutes que se tiendra l'atelier de discussion sur le thème Bien vivre avec l'ASP, auquel ont été conviées les personnes touchées par l'ASP de tout le pays. Au programme de demain figure une autre conférence sur la recherche. Celle-ci portera sur l'ASP chez les nouveaux arrivants au Canada. Seront également présentées une séance d'exercice axée sur les étirements, de même qu'un débat auquel participeront des spécialistes de la nutrition, de l'activité physique et de la santé mentale. Le moment est venu de prendre une petite pause avant le début de l'atelier de discussion. Veuillez noter que vous n'avez pas à vous déconnecter si vous souhaitez participer à cet atelier. C'est le même lien qui sera utilisé pour cette activité. Je vous invite donc à profiter de cette pause pour vous délier les jambes un peu, prendre un bon verre d'eau, faire quelques étirements et en attendant que d'autres participants se joignent à nous. Nous vous retrouvons dans une dizaine de minutes et je vous remercie de votre attention.